Salut tout le monde, ce sera pour ma réaction à la carte de l'UFC 304 à Manchester. Donc, contre toute attente, Belal Muhammad l'a fait. Il a battu Leon Edwards sur 5 rounds de façon très décisive. Je voyais Leon gagner personnellement. Mais comme je l'ai dit, c'est un sport de fou et il faut toujours prendre en compte toutes les possibilités. Belal avait une possibilité, mais je ne savais pas exactement comment il allait le faire. Et là, il a fait, mais la question que je me pose, ou du moins ce que je constate, j'ai revu le combat et j'ai revu des combats de Leon Edwards. Belal est venu déterminé et Leon Edwards n'a pas montré des choses qu'on avait l'habitude de voir de lui. Il y a plusieurs choses qu'il n'a pas faites, mais sans plus attendre, rentrons dans le détail. Essayons d'en parler un peu plus. C'est un combat plutôt intéressant pour moi parce que comme je l'ai dit, je ne voyais pas exactement comment Belal allait le faire. Mais le Belal qu'on a vu est totalement différent des autres combats. Je suis toujours étonné qu'il ait réussi à le faire de cette façon. Et le Edwards que j'ai vu était plutôt différent de ce que je sais de lui. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, je me disais, et j'étais même convaincu que l'espace entre les deux, ce serait le plus gros problème à surmonter pour Belal. Parce que très souvent, Edwards, il met beaucoup d'armes dans cet espace, c'est-à-dire il va faire des feintes, il va mettre des armes longue distance comme des low kicks, des high kicks, des body kicks, un peu comme dans leur premier combat. Ce combat n'a rien à voir avec leur premier combat. La différence ici, c'est que Belal a mis la pression. Je me disais que c'était un peu la voie de la victoire pour Belal, mais ma plus grosse question, c'était, ok, Belal va probablement venir pour essayer de mettre la pression, mais comment il va le faire si Leon ne le laisse pas avancer, ne le laisse pas s'approcher à cause des armes qu'il met. Et sur ça, je dois avouer que je suis extrêmement surpris. Je suis encore sous le choc parce que ce que Belal a fait, il est juste venu et il a juste arraché cet espace. Il a juste marché directement dans cet espace et il a mis la pression à Leon. C'est très bizarre. Je m'attendais à ce que Leon maintienne beaucoup mieux la distance. Et ça se voit que c'était une priorité pour Belal et ceux qui ont fait le game plan de Belal. Parce que dès le premier round, Belal, quand le combat a commencé, il a littéralement sprinté tout l'octogone pour venir rencontrer Leon. Il l'a pas rencontré au milieu, il l'a rencontré pratiquement contre la cage. Ça, c'était très intéressant, ce qui montre en fait un changement de mentalité. Je pense que c'est lié à la mentalité parce que quand Belal avait combattu Leon, je pense que Belal était 15e et Leon était 3e ou 4e. Donc peut-être que la mentalité était différente. Et aussi, Belal s'entraîne avec Khabib. Il s'entraîne avec Khabib, je pense, depuis le combat face à Sean Brady. Ce que Belal a fait ce soir, c'est ce qu'il avait fait à Sean Brady. Ce qui est très bizarre parce que Sean Brady n'est pas Leon. Donc, la perception qu'on a de Belal, elle a clairement changé. Et comme je l'ai dit sur Twitter, le meme est mort parce que le meme Belal, c'était que bon, Belal a souvent l'air apeuré dans la cage et Belal n'a pas de buzz. Techniquement, c'est ça. Mais bon, on aime bien Belal, mais c'était bien amusant comme meme. Mais ce meme est vraiment mort avec ce combat parce que la façon dont il a juste réduit la distance et il a pris cet espace, je suis étonné. C'est pour ça que je dis que c'est une montée de courage. C'est un changement du côté de Belal. Mais je peux juste pas m'empêcher de penser que il y avait aussi un problème du côté de Leon. Parce que dans d'autres combats, il a beaucoup mieux maintenu la distance que ça. Et c'est pour ça, je pense que le combat ressemblait à ce qu'il a ressemblé. Mais c'était une très bonne performance de la part de Belal. Maintenant, pour la lutte. Belal était agressif. Il était plutôt agressif. Mais il a fait du Belal. Le problème, une fois de plus, par rapport à Leon, c'est qu'il ne défendait pas bien la lutte. Dans le sens où, contre la cage, Leon faisait tout sauf défendre les mains. En fait, j'essaie de comprendre. Je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire. Mais pour une quelconque raison, il y a beaucoup de strikers. Je ne sais pas pourquoi ils oublient de défendre les mains. C'est la règle la plus simple quand tu es en situation défensive d'un point de vue lutte. Attaque les mains. C'est une première grosse raison. Surtout si le takedown n'a pas encore été complété. Surtout si ton adversaire est en train de chercher une position favorable pour compléter un takedown.
attaque les mains. Chose que, bizarrement, Léon ne faisait pas. Bizarrement, chose que je l'ai déjà vu faire dans d'autres combats. Face à Ousmane, il attaquait les mains. Ici, il n'a pas attaqué les mains. C'est pour ça que dès le début, j'ai commencé en disant, je ne veux rien enlever à Bilal, je ne vais rien enlever à Bilal, mais il y a des choses qu'Edouard avait montrées qu'il n'a pas montré ici. Après, c'est peut-être la pression que Bilal lui mettait. Je ne sais pas, mais Edouard est reconnu pour performer, pour garder son calme. Mais ici, il a des choses qu'il avait déjà l'habitude de faire qu'il n'a pas faites. Il n'a pas réussi à maintenir l'espace. Il n'a pas réussi à maintenir la distance. Et aussi, dans les séquences de lutte, il a une très bonne défense de lutte. Mais pour une quelconque raison, il ne défendait pas les mains ici. Chose qu'il a déjà fait dans d'autres combats. Donc, c'était plutôt intéressant. Je me disais en fait, soit ce serait un flop monumental de Bilal, soit ce serait une performance d'anthologie. Et bon, clairement, c'était clairement une performance d'anthologie là. On ne peut rien enlever à Bilal. On ne peut absolument rien enlever, mais je me pose quand même des questions sur l'état dans lequel était Léon Edwards en venant, parce qu'il a des choses qu'il a l'habitude de faire que j'ai pas vu ici. Et sincèrement, ça m'amène en fait à remettre en question un certain nombre de choses, dans le sens où ça fait plusieurs mois que j'y pense, en particulier depuis le combat entre Strickland et Adesanya. J'y pensais. Et à quoi je pensais? Je commençais à me dire que l'ère des kickboxers au MMA commence un peu à tirer vers sa fin. Mais laissez-moi vous expliquer. Pas que les kickboxers, c'est fini pour eux en MMA, mais les kickboxers qui utilisent que des armes de longue distance ou qui deviennent très confortables dans les armes de longue distance, mais qui n'ont pas une bonne boxe. Et par exemple, dans le combat entre Strickland et Adesanya, c'était ce qu'on avait vu. Et j'étais extrêmement étonné. Jusqu'ici, je suis toujours étonné que Strickland ait pu battre en fait Adesanya, mais c'est toujours par rapport à l'espace. Chose que Bilal aussi a fait ici. Strickland avait juste pris l'espace entre Adesanya et lui, grâce à la pression. Oui, c'est simple. N'importe qui peut dire, oui, il faut juste mettre la pression à un striker. Et non, c'est pas aussi simple. Si le striker, il n'a que des armes de longue distance, oui, ça peut fonctionner. Mais si le striker, il a une bonne boxe, quand tu vas te rapprocher de lui, tu seras puni. Tu seras vraiment puni. Donc, ce que je commence à me dire que de nos jours, bientôt 1 an que j'ai l'idée en tête, mais j'ai l'impression qu'on commence à passer dans une ère du MMA où la boxe sera très 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 importante, c'est-à-dire les armes de courte distance, surtout si tu es un striker. Et on peut voir qu'il y a certains boxeurs qui commencent à plutôt bien performer. Il y a par exemple Erceg qui performe plutôt bien. Il y a Jack de la Maddalena qui performe plutôt bien. Parce que quand tu te retrouves face à ces lutteurs et ils arrivent à te mettre la pression de cette façon, il faudrait que tu puisses les punir quand ils sont à courte distance. Et dans ce combat entre Léon Edwards et Bilal, c'est aussi ce qu'on a un peu vu. J'étais convaincu que Léon allait trouver une façon de maintenir la distance. Mais comme Bilal était venu juste pour mettre la pression et n'était pas impressionné comme dans leur premier combat, et était déterminé, parce que Bilal a quand même 36 ans, ce qui veut dire aussi que la fameuse malédiction des 35 n'est pas entièrement réelle. D'un point de vue statistique, elle est réelle, mais elle n'est pas entièrement, c'est pas 100% de ceux qui ont plus de 35 ans qui flopent leur combat pour la ceinture. Bilal en est la raison, parce que sur Twitter, je pense que la semaine passée, on m'a posé la question, ou on m'a fait la remarque, et j'ai dit non, c'est juste une statistique. Donc, pour revenir en fait à ce que je disais sur les kickboxers et les boxeurs, ces kickboxers, il faudra maintenant fragmenter en fait leur jeu, c'est-à-dire la façon dont ils performent dans la cage. Il faudra en fait fragmenter leur jeu en longue distance et courte distance. Et c'est un peu ça, c'est un peu ce à quoi je pensais. Ici, Edouard est très bon avec les armes de longue distance, c'est pour ça qu'il arrivait à maintenir cet espace. Mais comme Bilal est venu pour mettre la pression, il n'y arrivait pas une fois que Bilal était proche. Il arrivait à boxer, mais ils étaient 3 à égalité. Et aussi Bilal, j'étais étonné, quand est-ce qu'il est devenu aussi rapide? Parce qu'il arrivait quand même à toucher Léon. Et Léon est très rapide, extrêmement rapide. J'ai l'impression que depuis leur combat, Bilal a progressé. On dirait que plus il devient vieux, plus il progresse. Je suis étonné. Bilal a montré beaucoup de choses qu'il n'avait montré dans le combat. À part peut-être le combat face à Sean Brady, mais Sean Brady, c'était bizarre. Sean Brady, il s'est battu à un niveau, il a juste disparu du combat. Mais c'est bien de la part de Bilal. Donc pour finir avec
mon idée sur les boxeurs, je pense que maintenant en MMA, il faudrait avoir une très très bonne boxe. Et je pense que les strikers qui ont de très bonnes boxes arriveront à performer. Ils arriveront vraiment à performer. Je pense que il commence à avoir un game plan clair qui se dessine quand on parle de kickboxers qui maintiennent la distance. Il faudrait maintenant qu'en plus de maintenir la longue distance, il faudrait que ces kickboxers ou ces strikers développent des armes à courte distance, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'ils développent une très très bonne boxe. Ce qui s'est passé, c'est que si Edwards avait une bonne boxe ou une boxe supérieure, il aurait beaucoup mieux puni Bilal et il aurait pu régler le problème de la pression. Donc ça, c'était mon impression du combat face à Bilal. Bilal a fait une très bonne performance. Je ne voyais pas exactement comment il allait le faire parce que je voyais mal Edwards juste s'écrouler face à la pression. Je voyais mal Edwards ne pas maintenir l'espace. Mais pour une quelconque raison, Bilal a juste marché. Il a juste pris le contrôle de l'espace et Edwards n'avait pas beaucoup de solutions pour garder la distance à laquelle il est à l'aise pour opérer. Maintenant, passons au co-main event entre Tom Aspinall et Curtis Blade. Bon, Tom Aspinall a fait du Tom Aspinall, même si des fois Tom Aspinall il me fait peur. Et même si je veux qu'il combatte John Jones, ça peut être un problème face à John Jones. Défensivement, Tom Aspinall, des fois il fait flipper. Des fois il se mange des coups, il peut être un peu ouvert. Et aussi la façon dont il recule son buste. Des fois ça peut faire flipper, mais quand il commence à t'attaquer, la réalité est que il terrorise ses poids lourds. Sa défense de temps en temps peut être suspecte, mais son offensive, son attaque compense largement pour ça. Donc il a battu Curtis Blade. Bon, il y a des gens qui disent que c'était un early stoppage. Bon, sur le coup quand je regardais, j'avais aussi cette impression, mais après je me suis posé la question, et si Marc Goddard avait laissé le combat continuer, qu'est-ce qui serait arrivé de Curtis Blade? Parce que il était déjà sur son ventre, en train de se couvrir, et il ne donnait pas l'impression qu'il voulait changer de position ou autre chose. Donc, ça aurait juste été plusieurs autres secondes de coup. Donc, même si j'ai un peu cette impression que c'était un early stoppage, je ne pense pas que le résultat final aurait été différent vu le barrage de coups et l'intensité avec laquelle Aspinall les délivrait. Maintenant, pourquoi il y a des gens qui pensent que j'ai quelque chose contre John Jones? Une fois de plus, je n'ai rien contre John Jones, du moins pas personnellement. J'ai juste un problème avec la façon dont il a clairement volé et triché dans sa carrière. Et ce serait une chose si c'était un combattant en griffe lambda. Mais mon plus gros problème, c'est qu'on ne peut pas avoir un tricheur et un voleur comme le GOAT de la division. Et en plus de ça, il se comporte comme s'il n'a pas triché, il n'a pas volé. C'est vraiment aussi simple. J'essaie d'être quelqu'un de juste et d'impartial. Donc, c'est ma plus grosse gêne que j'ai avec John Jones. Et pourquoi il fallait que Tom Aspinall gagne? Parce que j'avais enregistré une vidéo, j'avais enregistré un mini podcast sur ça. Je l'ai pas posté, mais je vais vous donner mon idée par rapport à ça. Pourquoi il faut que Aspinall gagne? Oui, pourquoi il fallait qu'Aspinall gagne? C'est parce que on ne peut pas avoir des champions intérim qui défendent leur ceinture. C'est un mauvais précédent pour le sport. Parce que l'intérim veut dire quelque chose. Déjà qu'il y a des champions qui restent sur la paille pendant des années. John Jones est en train d'aller lentement mais sûrement sur 1 an et demi d'inactivité. Lentement mais sûrement. Déjà qu'on a des champions qui restent sur la paille, qui ne veulent pas défendre, qui ne veulent pas donner des chances. On crée la ceinture intérim pour au moins donner quelque chose aux fans, pour au moins clarifier la situation. Et maintenant, si on a des champions intérims qui commencent à défendre leur ceinture, on devient la boxe en fait. Où il y a plusieurs ceintures, où rien n'est jamais clair, où il n'y a jamais de prétendant au titre clair. On devient la boxe. On va devenir la boxe. Parce que je peux vous dire, si cette histoire d'Aspinall et de John Jones, avec Aspinall qui commence à défendre des ceintures intérimes, si cette histoire ça passe, l'UFC va commencer par en abuser. L'UFC va commencer par en abuser pour faire de l'argent. Ce qui est légitime. Ils sont une entreprise. Mais en tant que fan, en tant qu'observateur du sport, on devrait anticiper ce type de situation pour ne pas en grille détruire le sport. Parce qu'on se plaint tous de la boxe. Ces dernières années, la boxe a essayé de changer et ils ont commencé par donner aux gens les combats qu'ils voulaient. Mais pendant des années, ce n'était pas le cas. Il fallait attendre des années pour...
obtenir le combat. Et des fois, quand tu obtiens le combat est bizarre parce qu'il y a très souvent l'un des combattants qui est hors de son prime, ou il y a un combat et l'autre, il a peut-être des problèmes, ou bien bon, il y a toujours un problème. Mais en boxe, c'est rare de trouver deux combattants au sommet à leur pic combattre. Maintenant, moi, je ne veux pas que ça arrive ici. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'Aspinal défende face au champion. Et le champion, il s'avère que ce champion a pour nom Jon Jones. Si Jon Jones ne veut pas combattre Aspinal, alors qu'il laisse la ceinture. Parce que ces ceintures ont une signification. Donc, je ne comprends pas pourquoi il faudrait qu'on agisse comme si ces ceintures n'ont pas une signification. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'Aspinal gagne. Parce que on allait avoir la même chose. Jon Jones allait revenir sur Twitter, nous dire qu'Aspinal est surcoté, ce qui est totalement faux. Aspinal est le meilleur poids lourd actuellement. Il est le meilleur poids lourd actuellement. Du moins, si on parle sur les dernières performances et ce qu'on a vu de lui, il est le meilleur actuellement. Après, on peut avoir un débat avec Cyril Gane et tous les autres, mais il est actuellement le meilleur. Et il faudrait que si Jon Jones, il dit qu'il est le GOAT, qu'il est le meilleur, alors qu'il combatte Aspinal. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de sous-entendre. Ils sont tous en train de sous-entendre que Jon Jones est aussi le meilleur en poids lourd. Alors que ce qu'on a vu de Jon Jones en poids lourd, c'est maximum, on a vu maximum 2 ou 3 minutes de Jon Jones en poids lourd. Donc, si réellement il est le meilleur, qu'il combatte en fait son champion intérim. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut dire que je supportais Aspinal. C'était purement à cause de toute la situation. Après, dans les performances, j'ai très souvent une position que le meilleur gagne. Curtis Blades, je pense qu'il reviendra à cette place. À cette place parce qu'il commence à développer un bon striking ou du moins un striking décent. Donc, il sera encore dans le top 5 et il pourrait encore avoir sa chance. Donc, c'est bien pour Aspinal. Jon Jones devrait, s'il veut combattre Stipe, il peut combattre Stipe, mais il n'a plus le choix. Soit il combat Aspinal, soit il prend sa retraite, soit il laisse la ceinture vacante, mais il n'a pas le choix. S'il veut garder la ceinture, s'il ne veut pas prendre sa retraite, il doit combattre Aspinal. Et c'est important qu'on appuie sur ce point. Parce que si la ceinture intérim devient une ceinture que tu peux défendre plusieurs fois, pendant qu'il y a une ceinture indisputée, qu'est-ce que ça devient? Donc ça veut dire que par exemple pour le combat entre Leon et Bilal, Leon pourrait garder la ceinture, dire non, moi je veux combattre telle personne, et Leon va dire oh non, moi je veux combattre Stephen Thompson. Donc on va créer une ceinture, intérim entre Bilal et je sais pas Shafkat. Et on aura un champion intérimaire pendant que Leon fait ses trucs, le champion. Non, c'est pas possible. Et ceux qui encouragent cette situation entre Aspinal et Jon Jones, c'est ce qu'ils veulent créer. Oui, tu aimes Jon Jones, mais il faut aussi penser à ce que tu es en train de créer. Parce que ça ne s'arrêtera pas à Jon Jones. S'il y a un précédent pour ça, où Aspinal commence à défendre plusieurs fois et Jon Jones peut choisir qui il veut pour la ceinture indiscutable, ça ne s'arrêtera pas là. Et tout l'avantage et la raison pour laquelle on adore ce sport, ou on adore l'UFC en particulier, c'est parce que l'UFC donne toujours les combats entre les meilleurs. Tu n'as pas à attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans certains cas, une dizaine d'années, comme en boxe, pour avoir les meilleurs à l'heure. Bon, je vais finir avec la situation de Mokaev. Je serai relativement bref, parce que là, ça commence à prendre beaucoup de temps. Je serai bref avec la situation de Mokaev. Mokaev a été libéré par l'UFC Dana en conférence de presse. Dana White a donné comme raison que les matchmakers ne l'aiment pas, que ceux qui font les combats, ceux qui créent les combats n'aiment pas Mokaev. Mokaev a donné la même raison, mais Dana, par contre, il a dit qu'il y a d'autres problèmes en arrière-fond. Moi, sur Twitter, j'ai dit, la raison, c'est le style. Et on m'a dit que ce n'était pas le style. Que le problème n'était pas le style de Mokaev. Je suis ouvert à entendre cette raison, mais alors je dirais, quels sont alors ces fameux problèmes qu'a créé Mokaev qui nécessitent qu'il soit renvoyé de l'UFC? Quels sont alors ces fameux problèmes? Si c'est la situation entre Cap et lui, alors pourquoi on ne libère pas aussi Cap? Pourquoi on ne libère pas Manel Capé? Pourquoi on ne le libère pas aussi? Ce qui est en train d'arriver à Mokaev, ce n'est pas une bonne chose. Et moi, de mon point de vue, je ne pense pas qu'on devrait justifier ça. Ce n'est pas une bonne chose ce qui est en train de lui arriver. Parce qu'il a 23 ans. Est-ce que son style est ennuyant? Oui, son style est ennuyant. Mais à la fin de la journée, ce qui compte,
pour ta carrière, c'est de gagner. C'est clair que la façon dont Mokaev combat, par exemple, j'ai regardé le combat face à Alex Pires, ce n'était pas le combat le plus excitant ou le plus cool à regarder. Ça, je l'accorde. Mais il a le droit de compétir et de performer pour gagner. En plus, il a 23 ans et il est invaincu. S'il venait juste d'arriver à l'UFC avec un record invaincu, ok, on pouvait se dire, ok, c'est bizarre, tout ça. Parce que les gens, ils cuisinent des records invaincus avant de commencer par affronter. Il y en a beaucoup qui cuisinent des records invaincus. Mais Mokaev a quand même affronté de la bonne compétition juste ici. Et il n'a, moi, de mon point de vue, il n'a aucune raison valable pour le renvoyer. Dana White dit, oui, il y a des problèmes. Quel problème? Le problème avec Mokaev, et je pense que c'est la vraie raison pour laquelle il est en train il a été renvoyé, c'est parce que il a un style, disons la vérité, ennuyant. Il a un style ennuyant. Le combat face à Manel Cap, il a montré de belles choses. Moi, j'ai trouvé son striking décent, donc il peut striker. Mais jusqu'ici, il avait un style ennuyant. Le deuxième problème avec Mokaev, c'est qu'il est dans la division des poids mouches. Les gens l'oublient souvent, mais cette division, c'est une division dont Dana voulait se débarrasser. Et jusqu'ici, il ne rate pas une occasion de mettre en fait cette division sur la sellette. Dès qu'il a une occasion, il va essayer de dire des choses pour mettre cette division sur la sellette. Alors que c'est une division que moi aussi j'ai appris à aimer. Au début, c'est vrai qu'elle n'était pas forcément sur mon radar, mais en regardant quelques combats avec le temps, c'est une division que j'ai appris à aimer. Donc ça, c'est le deuxième problème de Mokaev. Il est dans la division des poids mouches. Son troisième problème, du moins c'est mon avis, c'est qu'il est trop haut placé. Pourquoi le combat de Pantoja et RCX s'est fait, c'est parce que l'UFC ne voulait pas avoir Mokaev dans un combat face à Pantoja. Parce que déjà, des fois je vais taquiner Pantoja, mais je pense à cette division aussi quand je le taquine. Parce que Cejudo a sauvé cette division il y a quelques années avec toute l'histoire face à TJ. Maintenant, c'est la responsabilité de Pantoja de sauver cette division parce qu'il est le champion. Et c'est pour ça que quand Pantoja affiche le striking qu'il affiche, même si ça fonctionne, mais j'ai toujours dit Pantoja, il a la tête dure. C'est la seule chose qui le sauve dans ses combats. Mais d'un point de vue technique, à part son jiu-jitsu et sa capacité à prendre le dos, qui est impressionnante, pour ce que l'UFC veut faire de cette division, Pantoja n'est pas le bon candidat. Donc ils ont déjà Pantoja à gérer. C'est pour ça qu'ils ont essayé de mettre RCX, parce que RCX champion, ça aurait été différent. Donc ils ont déjà Pantoja à gérer et ils ne pouvaient juste pas avoir Mokaev champion. Ils ne pouvaient juste pas. Même si Mokaev a tout. Il parle anglais. Bon, on peut dire qu'il a tout. À part son style, il a tout. Il parle anglais. Il parle à une grosse fanbase que l'UFC est en train de cibler. Il est invaincu, même si je pense que cette histoire d'invincibilité dans les sports de combat, c'est n'importe quoi. Personnellement, je pense que c'est n'importe quoi. Un jour, on parlera plus en détail de ça. Mais Mokaev est invaincu et en plus, il est extrêmement jeune. Il a 23 ans, ce qui suppose qu'il a une marge de progression. Mais là, il est en train de se faire renvoyer à cause de ces raisons. Parce qu'il est trop haut placé. Parce que si Mokaev gagne encore 2 ou 3 fois, tu ne peux juste pas l'interdire un combat pour la ceinture. Et si il gagne le combat pour la ceinture, tu ne peux juste pas, du moins du point de vue de l'UFC, tu ne peux juste pas avoir un champion ou l'UFC juge qu'ils ne peuvent pas avoir un champion qui n'est pas forcément excitant dans son style. Et c'est très étonnant. Et pourquoi je juge que ce n'est pas une bonne chose? C'est une chose si les fans disent que tu es ennuyant. C'est une chose. On a parlé de Bilal tout à l'heure. On vannait Bilal. On a dit beaucoup de choses sur Bilal. On taquinait Bilal parce qu'il était ennuyant, etc. C'est une chose si les fans le disent. C'est une chose si la promotion te dit non, tu n'as pas droit à ça. Non, on ne veut pas de toi à cause de ton style. Et c'est arrivé aussi à Colby Covington. C'est pour ça que Colby a dû changer et il est devenu ce qu'il est devenu. Je comprends l'UFC, mais moi je suis souvent choqué quand ils le font aussi clair. Je comprends l'UFC, mais je suis souvent choqué quand ils le font aussi clairement. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je pense même que c'est la première fois que je parle autant. C'était une carte moyenne, je dirais moyenne. Le seul haut de cette carte, c'était le combat entre... Il y en a eu 2. J'ai bien aimé le combat entre Duncan et Rodriguez. Et il y a eu la victoire d'Aspinal. Le combat de Bilal et Leon, félicitations à Bilal. Il a fait, mais il faudrait que Leon se pose les vraies questions. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Leon avait l'habitude de montrer qu'il n'a pas montré dans ce combat. Mais on ne va absolument rien enlever à Bilal. Il est venu déter et c'est ce qu'il compte. C'est ce qui compte. C'est ça qui fait les champions. Quand c'est le moment, tu dois te débrouiller pour performer.
Je pense que Cédric Doumbé l'a déjà dit et je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a beaucoup de champions de la salle, mais c'est la performance qui fait la différence entre les champions de la salle et les champions qui ont réellement de l'or. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Aimez, partagez avec vos amis. Abonnez-vous. On se dit à la prochaine.